Bienvenue, c'est la suite de Média en scène. Bienvenue si vous nous rejoignez juste maintenant. Et puis, bonne continuation si vous êtes avec nous depuis ce matin pour cette très grande journée. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses à voir sur le site de Média en scène. Vous pourrez même y revenir dans les semaines qui suivent, puisque toutes ces interventions seront disponibles en replay. C'est aussi ça l'avantage du numérique. Nous sommes 100% digital, 100% en vidéo cette année. Nous allons parler maintenant de podcast, effectivement, puisque l'un des apports de la technologie en matière de médias, eh bien, c'est notamment le podcasting, même si c'est peut-être une vieille nouvelle technologie, le podcast. On va en parler avec nos invités. Céline Asselot. Bonjour Céline. Bonjour. De Radio France. Céline Asselot, journaliste, présentatrice du Quart d'heure, un tout nouveau podcast d'actualité qui vient d'être lancé par Radio France. À vos côtés, un ancien de Radio France, de France Info, c'est Jules Lavie. Bonjour Jules. Bonjour à tous. Qui a lancé avec succès le podcast Code Source, qui est maintenant le podcast d'actualité du Parisien. Exactement. Et puis Pierrick Fay. Bonjour Pierrick. Bonjour. Pierrick Fay, journaliste, présentateur de La Story. C'est un petit peu, je peux dire la même chose, mais côté Les Échos. Voilà le pendant effectivement de ce que fait Jules. On est sur le même concept, on va dire, avec des invités en grande partie, en grande majorité de la rédaction, lui du Parisien, moi des Échos. Voilà, vous avez apporté de la voix à ces médias qui, traditionnellement, initialement, n'étaient que des médias écrits. Et puis Christophe Israël, qui est avec nous également. Bonjour Christophe. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Libération. Et vous êtes chargé de l'accompagnement et du développement des podcasts, mais qui sont un peu en pause à Libération. Exactement. Et vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Exactement. Voilà, donc on va essayer d'avoir à la fois vos témoignages, vous nous racontiez un petit peu ces podcasts que vous faites de votre côté, et puis on essaiera un peu d'analyser un peu comment ça se passe, quelles sont les difficultés éventuelles, quel est le devenir de tous ces podcasts d'actualité. Le thème de la table ronde, c'est donc comment raconter l'info, sous-entendu en audio et en podcast. Alors les podcasts, je le disais, c'est quand même un vieux truc. C'est vrai, je veux dire, ça a été inventé parce que les connexions Internet étaient toutes pourries pour pouvoir écouter des contenus sur son iPod, d'où le nom, parce qu'on ne pouvait pas les télécharger dans le bus ou en voiture ou dans le train, etc. Mais ce podcast connaît vraiment un regain d'intérêt depuis peu de temps, 4-5 ans. Et surtout, c'était un peu amateur. Et maintenant, ça y est, ce sont les grands médias qui s'en sont emparés. Alors, c'est quoi le podcast ? C'est de la radio en plus cool ou c'est c'est vraiment une nouvelle dimension radiophonique ? Je regarde, Céline, on va commencer avec toi. On va se tutoyer. On se connaît tous. On fait le même métier. Voilà, c'est purement confraternel. C'est pas de la connivence. Alors, Céline. C'est une difficile question et c'est à moi de me lancer la première. Voilà, exactement. Sous l'œil de mes confrères plus expérimentés dans le podcast. En plus, c'est pas facile ce que tu me demandes, Jérôme. Moi, effectivement, je pense que le mot podcast, c'est un mot où on a remis du neuf avec quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est de dire, effectivement, on peut écouter quand on veut, où on veut, la radio, les programmes qu'on a envie de se mettre dans l'oreille au moment où on a envie de se les mettre dans l'oreille. Mais je crois aussi que ça apporte une liberté, alors une liberté éditoriale, dans le récit, dans la manière de peut-être jouer davantage avec des codes. Aussi parce que ça nous oblige à avoir une identité propre, dans le sens où on ne s'inscrit pas dans la continuité d'une antenne qui, comme France Info par exemple, diffuse 24 heures sur 24. Là, on est tout seul, donc il faut avoir une promesse en soi. Et puis, je trouve que ça donne la liberté aussi à nos auditeurs de venir nous chercher, de construire. Moi, j'avais un message sur Twitter ce matin, justement, d'une auditrice qui disait moi, j'écoute plus les matinales, alors ce que je ne conseille pas de faire, mais j'écoute plus les matinales de la radio. Je me fabrique ma propre matinale en agrégeant différents podcasts. Et je pense que voilà, c'est la liberté, je pense, du récit et de la consommation qui c'est un nouveau est service au cœur du podcast, je pense. Pour l'auditeur. Alors on précise que tous vos podcasts sont ce qu'on appelle des podcasts natifs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment des produits qui sont fabriqués pour être écoutés uniquement en podcast. Enfin, en tout cas, la première destination, c'est le podcast. Ce ne sont pas des replays, ce ne sont pas des choses qui sont extraites de l'antenne, comme ça s'est beaucoup fait au début dans les médias audiovisuels. On prend des bouts d'antenne et puis on les diffuse sous forme de podcast. C'est aussi un autre service. C'est important, c'est bien que ça continue à exister. Mais là, on voit bien qu'on est entré dans une nouvelle phase de l'histoire. Alors, par exemple, Jules, quand tu as lancé le podcast du Parisien, qu'est-ce que tu avais en tête ? Qu'est-ce que tu t'es fixé comme
comme critères de forme, comme critères de fond, etc. Alors, donc, quand on a lancé Code Source au Parisien, c'était le 6 mai 2019, en même temps que la story des Échos. Ce que je me suis demandé tout de suite, quand le Parisien est venu me chercher, parce que j'avais fait 15 ans de radio à France Info, 20 ans au total, 15 ans à France Info, je me suis dit pourquoi les gens vont rester sur le podcast. On écoute une radio parce qu'on aime une radio, on va être accompagné, peut-être sur de l'info le matin parce qu'on va savoir ce qui s'est passé, peut-être plus sur de la musique le soir ou que sais-je, en fonction des habitudes et des envies de chacun. Évidemment, quand on est sur du podcast, on peut quelque part zapper et on a le choix entre tout. Oui, beaucoup, peut-être trop d'ailleurs. On va en parler. Entre plein de podcasts, mais aussi d'ailleurs avec YouTube. Enfin, on peut, voilà. Donc moi, je me suis tout de suite dit pourquoi est-ce que les gens resteraient jusqu'au bout. Et donc la réponse que j'ai trouvée pour faire Code Source au Parisien, ça a été de créer une forme de suspense, donc d'emmener les gens dans une histoire, d'avoir un point de départ, un point d'arrivée qu'on pressent venir et donc qu'on veut avoir. Et donc voilà, la réponse, ça a été pour moi... C'est la mécanique des séries, quoi. Tu es le cliffhanger du Alors, du pas forcément Parisien. sur les séries, mais en tout cas à l'échelle d'un épisode, il faut vraiment que ce soit une histoire et qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. C'est encore une fois la réponse que moi j'ai donnée pour Code Source, mais il peut y avoir tout un tas de réponses. C'est-à-dire qu'on peut écouter un podcast de 50 minutes si c'est un sujet qui n'est pas traité ailleurs et qui est bien traité. Ça peut être une interview, ça peut être un peu un débat comme on le fait ici. Tant que c'est un sujet qui encore une fois, n'est pas assez traité ailleurs, ça peut être une autre réponse. Il y a tout un tas de réponses possibles. Hein. C'est juste que la réponse au Parisien, ça a été on va raconter des histoires d'actu. Et Code Source, c'est une histoire par jour. Une histoire par jour, 20 minutes. En gros, entre 15 et 20-25 minutes. Ça dépend des fois. Donc en fait, un approfondissement de sujet, ou le parti pris, c'est quoi? C'est de raconter l'histoire en remontant le temps, ou c'est de... Souvent, le parti pris, c'est de reprendre l'histoire du début. Mes confrères de presse écrite sont habitués à travailler avec des angles. Et moi, à chaque fois, je leur dis, moi, ce qu'il me faut, c'est pas un angle, c'est une histoire. Je vais donner un exemple. On m'a vendu les présidents et la mort. Parce que les présidents sont obligés de prendre des décisions des fois difficiles. Est-ce qu'on va lancer l'assaut avec les hommes du GIGN, etc. Et moi, j'ai dit, c'est un bon angle, les présidents et la mort, mais moi, il me faut une histoire. Par exemple, ce serait la nuit où Emmanuel Macron décide de lancer une opération pour sauver un ou une otage, par exemple. Et le récit heure par heure. Donc c'est là où on voit la différence entre ce qui est un angle, un bon angle, et une histoire. Et c'est plus souvent quelque chose de chronologique. Alors pas forcément en respectant la chronologie de bout en bout, mais il faut qu'il y ait une sorte de mécanique et qu'on ait envie de savoir ce qui se passe ensuite. En fait. Pierrick Fay, même démarche Absolument. La question qu'on s'est posée au début, moi j'ai travaillé aussi avec Binge, là aussi pour Binge Audio, pour essayer de concevoir ce podcast, qu'on partait vraiment de zéro au sein des Échos, en tout cas pour un mais podcast pareil, tu avais fait beaucoup de radio. J'ai fait pas mal de radio, effectivement, parce que j'ai passé 13 ans à Europe 1, où j'ai fait d'ailleurs du podcast à l'époque. Effectivement, on n'était plus sur des programmes de replay. Là, on est sur de la radio à la demande, d'une certaine façon, là aussi, parce que la promesse, et ça porte bien, la story porte bien son nom, c'est effectivement de construire une histoire. Et quand on va voir les journalistes de la rédaction, moi je leur sers un scénario en fait. On a un début, on a un milieu, on a une fin. On essaye d'agrémenter ça avec des petits clins d'œil, des rappels d'actualité. Mais l'idée c'est vraiment de construire effectivement une histoire pour éclairer l'actualité d'une façon peut-être qu'on ne va pas trouver ailleurs. En tout cas surtout de l'actualité économique qui n'est pas forcément le dada de tout le monde et qui n'est pas forcément une matière qui est simple à appréhender pour une grande partie des auditeurs. Donc l'idée, c'est vraiment de partir, d'expliquer, d'analyser une situation. Le cas d'Alstom, par exemple, c'est un podcast que j'ai fait il y a quelques mois, lorsque Alstom a racheté des actifs de Bombardier. Alstom, dans l'esprit des Français, c'est une boîte mourante, c'était une boîte qui n'en finissait pas de fermer des usines. Et là, on s'est rendu compte que d'un seul coup, ça allait devenir le champion du transport ferroviaire. Une entreprise qui était capable de renaître de ses cendres. Donc là, on a eu vraiment une histoire à raconter, où on va repartir effectivement à l'histoire d'Alstom. Et on a la chance, aux Échos, d'avoir des journalistes qui sont capables d'aborder cette dimension historique d'une entreprise pour arriver aujourd'hui à finalement cette renaissance d'une entreprise qui porte haut les couleurs de la France. C'est ça qui nous intéresse comme histoire à raconter. Et je pense que c'est une promesse que n'offre pas aujourd'hui la plupart des radios parce que, encore une fois, ce n'est pas le format que l'on attend sur une radio lorsqu'on écoute de la radio en continu. Et donc, la story, c'est une interview. C'est ça, c'est un intervenant? Non, ça peut aller jusqu'à 4 intervenants. C'est vraiment variable. Quand je fais une story sur les taux d'intérêt négatifs,
Il faut au moins 5 ou 6 intervenants. J'ai le spécialiste de la bourse, le spécialiste de l'immobilier, le spécialiste du financement de l'État. Donc on va chercher là aussi, à l'intérieur des Échos, de la rédaction, mais aussi à l'extérieur, là aussi pour faire vivre l'histoire. Parce que, comme le dit très bien Jules, on n'est pas sur un angle finalement. On ne développe pas un angle sur 2 minutes ou 5 minutes. On est là pour raconter une histoire avec tous les tenants et aboutissants, la perspective, également avoir un point pour aller voir plus loin ce qui peut se passer, pour ouvrir sur d'autres sujets éventuellement. Et on a 25 minutes pour le faire. Et ça, vous sentez que ça accroche? C'est ce qui plaît au public? Vous avez des retours? Oui, on le sent très clairement, parce que ce qui est bien avec le podcast et ce qui est bien avec le numérique, c'est que souvent on a des chiffres et on a ce qu'on appelle les taux de complétion. C'est-à-dire on voit jusqu'où vont les gens. Et chez Code Source, les gens ils vont à 95% au bout en fait. Quelle durée, Code Source? 95%. La durée, du podcast? Les podcasts, en général, c'est 20 minutes, les podcasts de Code Source. D'accord. Donc, on en fait un chaque jour. Pareil, les échos. Pareil, 20 minutes. J'ai tendance à déborder un peu. C'est la bonne durée, ça? C'est la durée idéale, parce qu'en fait, c'est la durée très souvent d'un trajet en ville, dans le bus ou dans le métro, quoi. Donc, voilà, donc 95% des gens vont au bout du podcast, ce qui est quand même plutôt... c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur la durée, on a fait de la recherche. Enfin, j'ai demandé de savoir si effectivement la durée avait un impact sur ce taux de complétion. C'est la grande question. Pour l'instant, c'est pas visible. C'est-à-dire que si le sujet est dans l'actu et le sujet intéresse les gens, ils vont jusqu'au bout, en fait. Voilà. Très bien. Je reviens un instant, avant de donner la parole à Christophe Israël, à Céline Asselot, parce que Céline, c'est une autre démarche. C'est pas une histoire, toi. C'est une sorte de journal revisité, quand même. Il y a plusieurs sujets, en général. Moi, je dis que c'est une balade dans l'actu. Voilà, parce que... c'est joli. Oui, je trouve aussi, merci Jérôme. C'est une balade dans l'actu parce qu'on choisit des chemins, en fait. On ne se dit pas, voilà, l'autoroute de l'actu, c'est ça, et on va prendre ça parce que l'actu, c'est ça. On se dit, bon, voilà, on va prendre des chemins, on va aller chercher ce qui nous intéresse, on va prendre une déviation quand on va se dire que là, on va raconter quelque chose d'un peu différent. Donc, c'est-à-dire que tu commences par un petit billet, c'est ça? Non, pas forcément. En fait, on regarde dans l'actualité ce qui nous tilte, déjà, ce qui nous fait réagir, ce qui nous semble dire aussi quelque chose de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire de dire, par l'actualité, qu'est-ce qu'on dit du monde qui nous entoure. Donc, on ne va pas forcément aller chercher l'actu essentielle, évidente du jour, même si on s'en nourrit évidemment, parce que l'actualité s'en nourrit comme le monde qui nous entoure se nourrit évidemment des gros sujets d'actu. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que ça dit du monde dans lequel on vit, quel impact ça a sur nous, quel est l'air du temps aussi, beaucoup. Quelques exemples de sujets. Quelques exemples. Par exemple, on va évidemment travailler beaucoup autour du confinement, mais on va travailler sur l'amour au temps du Covid, par exemple. Sur est-ce que la règle du kilomètre est égalitaire ou pas en fonction de l'endroit où on vit. Qu'est-ce que ça dit de notre accès à la nature. Hier, on a fait un sujet sur la glottophobie. Donc, est-ce que le fait d'avoir un accent aujourd'hui en France est accepté, c'est bien vu? Est-ce que ça peut être discriminatoire? Voilà, on essaie de s'interroger en partant à chaque fois de ce qui fait l'actu, mais d'aller tirer des histoires. Là aussi, on en revient un peu au récit, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit? C'est beaucoup plus narratif. Je dis je aussi dans le podcast, c'est-à-dire je pars aussi de ce que moi et les autres, on a ressenti, expérimenté autour de tel ou tel sujet d'actualité. Donc c'est une manière d'aller chercher aussi l'actu un peu différemment. Voilà. Très bien. Christophe Israël, alors Libération n'est pas un média audiovisuel, mais depuis très longtemps, Libération s'est lancé dans le podcast, parmi les premiers d'ailleurs, les premiers médias traditionnels, on va dire. Quelles leçons vous en tirez a posteriori? C'est quoi un bon podcast? Quelle est la meilleure manière de s'intéresser à l'actu dans des podcasts? Alors, déjà, moi, j'aurais du mal à vous faire l'historique parce que ça fait que 3 ans que je suis à Libération. J'étais avant à Europe 1 puis à France Inter pendant quelques années. Donc, j'ai pas le détail des choses telles qu'elles se sont faites à l'époque. Ce qui est certain, moi, je vais tout vous dire. Non, mais je le connais. Mais ce qui est certain, c'est que Libéradio, notamment, parce que c'était quand même ça le point fort au début des années 2010, a été, en effet, parmi les premières expérimentations pour un média, on va dire papier, pour aller vite, d'aller sur, non pas seulement sur un format numérique, mais d'aller sur un format audio. Ce qui, pour beaucoup de journalistes d'une rédaction papier, est très intimidant. Et parfois peut être même totalement castrateur. Enfin, faire raconter à des journalistes leur expérience d'un reportage, vous avez 2 catégories. Vous avez les gens qui sont immédiatement à l'aise et qui vont dérouler le propos, et ceux qui vont être tétanisés et qui vont refuser même d'aller sur un plateau de télé ou derrière un micro, et qui ne le feront pas plus parce que vous les connaissez, que vous êtes dans la même rédaction.
Ce qui fait un bon produit, un bon podcast, mes trois confrères l'ont dit très, 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 très bien, c'est la clarté de la promesse. C'est-à-dire que si l'internaute sait à quoi s'attendre, qu'il adhère à cette promesse, c'est ce que disait Jules, il va au bout du podcast. Et les taux de complétion, moi je les suis depuis plus de 10 ans maintenant dans le podcast, c'est assez récent d'ailleurs qu'on ait des chiffres vraiment de qualité. Avant on avait plutôt des études, aujourd'hui on a vraiment des indicateurs qui sont des données précises de ce que les gens ont réellement consommé. Ce taux de complétion, il a toujours été à plus de 80%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit un programme, c'est un peu comme quand vous allez sur une plateforme de distribution en VOD ou en SVOD, si vous choisissez quelque chose, il y a de fortes chances que vous ayez déjà dans votre tête l'intention d'aller jusqu'au bout. Soit on lâche l'affaire dans les Exactement. premières minutes, soit et je pense que ce que vous disiez tous les uns les autres à votre manière, c'est la clé, c'est d'être clair sur ce que l'on promet et de tenir cette promesse. Et je crois que sur la durée ensuite, le succès d'une audience qui se construit, d'une relation avec l'internaute, l'auditeur qui se consolide, c'est vraiment ce respect du contrat que l'on passe avec son auditeur. Alors à Libération, on a fait le choix il y a 1 an et demi maintenant de produire des podcasts. Il se trouve qu'on a lancé, nous, des choses qui nous paraissaient en adéquation et très en phase avec l'ADN de Libération. On est parti sur les grands entretiens de Laurent Geoffrin, sur les portraits, une adaptation des portraits, la fameuse DER de Libé. C'était un peu le challenge de dire est-ce qu'on est capable de faire une adaptation d'un produit existant, mais sans vouloir le reprendre à l'identique, mais en projetant l'idée du portrait dans un contenu audio. Donc on avait beaucoup réfléchi avec le service portrait. Et puis surtout, Cédric était là sur la table ronde précédente, on a réfléchi à comment traiter de fake news, comment traiter de désinformation, comment projeter Check News, qui est notre verticale consacrée au fact-checking, en podcast. Et on a décidé, nous, de faire un truc assez simple, qui était les coulisses des enquêtes et des questions auxquelles on était confrontés et que les internautes nous posaient. Donc ces 3 projets, Laurent Geoffrin est en partie, ça s'est arrêté. Le portrait et Check News sont en pause parce que depuis quelques mois, ça ne vous a pas échappé. Libération il s'est passé des choses à Libé. Reprend son indépendance, donc on sort du groupe Altis, on reprend une indépendance éditoriale mais aussi financière. Et moi, je veux juste insister sur un point, c'est qu'au-delà de l'éditorial, il ne faut pas oublier que le podcast, c'est un nouveau contenu, c'est de nouveaux projets, c'est de nouvelles compétences, parfois c'est du nouveau matériel, et donc ce n'est pas un projet qui se lance comme ça du jour au lendemain dans une rédaction qui n'est pas habituée à en faire, qui n'est pas une radio et qui n'a pas de compétences propres. Donc vous l'avez très bien dit, vous avez été accompagné par Binge, qui sont des anciens aussi de professionnels de Radio France en particulier. Et donc, dans une rédac comme Libération, aujourd'hui, on met en pause pour se concentrer sur la refonte de notre CMS, la refonte de nos interfaces numériques, la réorganisation de la rédaction, et on espère pouvoir, dans les mois qui viennent, revenir avec une proposition sur l'audio qui soit à la fois du podcast natif, à la fois peut-être aussi une expérience audio autour de nos contenus existants, parce qu'il y a quand même des projets technologiques en développement qui sont assez prometteurs de ce point de vue-là, avec une pierre angulaire aussi qui est le service aux auditeurs, mais au service aux abonnés, puisque nous, notre stratégie numérique aujourd'hui, c'est de produire des contenus qui sont générateurs d'abonnements et qu'on réserve pour ceux dont on considère qu'ils ont une plus-value forte à des gens qui payent un abonnement comme ils paieraient un exemplaire d'un journal papier. C'est l'énorme différence, je pointais juste en terminant là-dessus, entre les médias de service public et les médias radio traditionnels par rapport à l'ensemble des autres médias. Donc je salue évidemment l'initiative et la réussite des initiatives de mes confrères de presse écrite, parce que le challenge est bien plus difficile que pour des médias de radio et a fortiori de service public. Oui, et pour des raisons notamment économiques. Principalement. Comment on peut espérer un ROI sur des podcasts? Enfin, pour vous, ça va être l'élément vitre. Nous, c'est un élément de recherche et d'innovation pour l'instant. C'est-à-dire que nos recettes publicitaires, elles sont adossées à d'autres contenus. Il y a un élément de monétisation qui n'est pas négligeable, puisque un acteur, je ne vais pas citer, mais deux des principaux acteurs de la diffusion audio, on va dire ça comme ça, se sont rapprochés très vite de nous pour négocier soit des contrats d'exclusivité, soit des contrats d'accompagnement en monétisation. Donc on a des perspectives tout à fait fiables et solides de revenus avec ce type d'acteurs. Et puis à côté, encore une fois, réservé à des abonnés des contenus, je vois que Le Monde hier, nos confrères du Monde qui ont fait Le Goût de M, qui est une sorte de verticale un peu comme ça, food, avec des personnalités qui nous racontent leur rapport à la gastronomie et au goût. Ils ont passé ce contenu hier en réservé abonnés. Donc il y a toute cette logique aussi de segmentation, de structuration de l'offre par rapport aux abonnés. C'est un contenu premium. C'est un contenu premium, et je pense que c'est vraiment la bonne place
du podcast d'info dans l'écosystème global, c'est un contenu premium. Jules et Pierrick, comment est-ce que vous avez fait pour imposer le podcast Alors, Jules Lavie, aux Parisiens, en tout cas, je ne l'ai pas imposé. Vraiment, l'idée, ça a été d'être le plus possible dans la suggestion, dans l'invitation, quelque part dans la demande, en fait, pour être clair et plus direct. Moi, les journalistes du Parisien, pour moi, c'est ma matière première. C'est un peu comme les gens qu'on interroge, c'est un peu comme mes sources, quelque part. C'est les gens qu'on interroge quand on est reporter. Donc, j'ai intérêt à être très diplomate, etc., quand je demande les choses aux Parisiens. Mais ce qu'il faut dire, et pour rebondir sur ce que vous disiez, parce qu'on ne se connaît pas dans la vie, aux Parisiens, tout le monde m'a dit oui. Enfin, il y a une fois une personne qui m'a dit non parce qu'elle était en plein déménagement, elle n'avait pas le temps. Mais tous les journalistes m'ont dit oui. On en est à plus de 350 numéros. J'ai dû interroger des dizaines de journalistes du Parisien. Ils ont tous joué le jeu. Et ils reviennent. Ils reviennent, etc. Ils sont très contents de participer à Code Source. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on parlait de raconter une histoire. Pour raconter une bonne histoire, il faut une bonne matière. Il faut de la matière première. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'informations, beaucoup de densité d'informations. Aux Parisiens, ma chance, c'est qu'il y a plus de 350 journalistes. Il y a une dizaine d'éditions. Le Parisien, c'est un journal à la fois de presse quotidienne régionale et de presse nationale. Donc, il y a une dizaine de bureaux dans chaque département d'Île-de-France, plus l'Oise, où il y a des journalistes présents qui font remonter des sujets, qui font remonter de l'information et qui sont aussi désireux de faire des épisodes de Code Source. Et ils font des Codes Sources avec moi. Il y a bien sûr les services des sports, services police-justice. On traite pas mal d'affaires criminelles, la politique. On traite aussi bien sûr de sujets de société, d'environnement. La culture est très importante parce qu'on fait souvent des portraits de personnalités du type le rapport Damso ou Aya Nakamura qu'on prépare dans les jours qui viennent, ou peut-être un sujet sur Geneviève de Fontenay, pareil dans les jours qui viennent. Et donc il y a une matière première aux Parisiens qui est exceptionnelle. Et quelque part, à 50 mètres de mon bureau, il y a le service police-justice du Parisien qui est demandé par RTL, qui est demandé par beaucoup de grands médias en France, des chaînes de télévision pour faire des sujets. Et j'ai tous ces gens, ces hommes et ces femmes de grands talents sous la main. C'est là où on voit que quand on dit faire un podcast, ça peut recouvrir plein de réalités différentes. Et il y a des podcasts très riches par définition, qui peuvent se permettre d'être riches. C'est très différent des podcasts amateurs qu'on peut voir ici ou là. Et sur les questions de retour sur investissement et d'engagement, etc., il y a cette rédaction du Parisien, mais nous, en résumé, on est 3 temps plein à faire Code Source. D'accord. Pierrick Fay. Oui, c'est la même chose, on est 3 aussi, mais c'est vrai qu'on peut compter sur une rédaction de 100 journalistes économiques et spécialistes de l'économie. Ça, c'est une richesse absolument incroyable. Les Échos, c'est la première rédaction économique en France. Mais sur la notion de ROI, il faut vraiment voir le podcast aujourd'hui dans les médias écrits comme un investissement. Et Christophe parlait de contenu premium. Moi, j'ai envie de dire qu'on est plus une vitrine aujourd'hui, une vitrine de ce qu'offre un journal et de ce que peut offrir un journal. Quand le directeur de la rédaction, Nicolas Barré, parce que c'est lui qui est à l'initiative de la story aux Échos, est venu m'en parler, il m'a dit, moi, quand je discute avec des gens de la rédaction, ils vont me raconter des trucs absolument incroyables qu'ils n'ont jamais racontés dans leur papier. Et ils ont énormément d'informations, énormément d'anecdotes. Et le podcast doit être justement l'occasion de pouvoir avancer toutes ces informations et aller au-delà du papier. Vous savez, quand vous écrivez un papier, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, Jérôme, vous avez 40 lignes, 30 lignes, c'est quelque chose d'assez court. Là, on a 20 minutes, ou 10 minutes en général pour un journaliste, voire un peu plus pour s'exprimer. On est dans un temps long, on a vraiment le temps d'aller dans le fond des choses, et c'est cette vitrine-là, c'est de pouvoir montrer là aussi peut-être à des futurs lecteurs du journal, à des gens qui ne connaissent pas les Échos ou le Parisien, de dire voilà, c'est ça les Échos, et leur donner peut-être envie, quand ils rentrent chez un marchand de journaux, il paraît qu'il en reste, c'est de dire c'est ça les Échos, tiens, je vais le prendre et je vais regarder. Oui, voilà, c'est un peu ça cette idée. On est vraiment une vitrine du savoir-faire et de l'expertise d'un quotidien national. On a des questions, évidemment, vous pouvez poser des questions en effet via le site de Médias en Scène. On a une question pour Céline Asselot, mais je ne sais pas, Céline, si ce sera toi qui sera la mieux placée pour y répondre, c'est intéressant malgré tout. Luc, qui est responsable d'une radio associative dans le Haut-Rhin, le podcast permet-il de créer des emplois au sein des rédactions, ou est-ce que c'est du travail en plus pour les journalistes ? Je peux répondre à cette question. Très bien, très bien. Tout à fait. Alors,
Pour rebondir un peu sur ce que disait d'ailleurs Jules et Pierrick, nous aussi, on a une rédaction dédiée. En fait, Radio France s'est donné les moyens que le quart d'heure existe. Donc, il fallait qu'une équipe dédiée soit à plein temps sur la fabrication du podcast. Donc, on est 6 personnes, pas que des journalistes, journalistes, réalisateurs, techniciens, à travailler uniquement sur le quart d'heure. Et après, comme vous, nous, on s'appuie aussi sur l'incroyable vivier de journalistes de Radio France, à Paris, dans la région, dans le monde entier, et qui nourrissent aussi, bien sûr, le podcast. Et simplement, la différence, pour terminer là-dessus, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, c'est que la différence de Radio France, c'est qu'on fait déjà tous de la radio, beaucoup de radio, sur plein d'antennes différentes, plein de formats différents. Donc nous, il fallait qu'on trouve aussi notre manière d'en faire de façon un petit peu originale, pour ne pas être pour être complémentaire et pas en surplus par rapport à ce que propose déjà Radio France, et c'est déjà énorme tout ce que propose Radio France. Et nous, l'idée, c'est aussi qu'on aille chercher les non-auditeurs de Radio France, c'est-à-dire les gens, notamment je pense aux gens plus jeunes qui n'ont pas forcément le réflexe d'allumer la radio, pour qui l'information ne passe pas forcément par écouter le journal de 8 heures, et qu'on va aller chercher ces gens-là pour leur proposer quelque chose qui peut répondre à leurs attentes, et peut-être aussi pour être une vitrine de ce que peut proposer Radio France sur l'intégralité de ses antennes. Donc on est à la fois une promesse complémentaire et aussi peut-être un produit d'appel, on l'espère, pour la diversité de ce que propose Radio France. Christophe ? En termes d'emploi, je pense que si Luc a regardé attentivement le panel autour de cette table, il a la réponse. Les grands médias d'info papier sont allés chercher des gens qui ont 15 ans de radio pour propulser leur programme. Et moi, je serais ravi d'avoir 3 postes disponibles demain pour pouvoir créer une cellule qui soit dédiée à la production d'un podcast. Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment cette limite-là qui nous empêche d'avancer. C'est pas l'intention, c'est pas l'intérêt qu'on y trouve, c'est pas l'envie d'en faire. C'est évidemment une dimension principalement économique. Et avant même de parler de revenus, il faut parler d'investissement. Pierrick le disait tout à l'heure, c'est un coût. Produire de l'info est un coût. Produire un podcast d'info est un coût. Si je peux rajouter quelque chose, alors moi j'étais déjà aux Échos en fait, lorsqu'on a lancé le podcast. Ils m'ont effectivement proposé parce que j'avais cette antériorité dans la radio, mais là où il va y avoir une création d'emplois, c'est finalement pour quelque chose que nous journalistes, on ne sait pas forcément très bien faire, c'est tout ce qui est montage. Donc nous effectivement on a embauché un ingénieur du son, quelqu'un dont c'est vraiment le métier là aussi, parce que le podcast sur la durée, et c'est là quand il y a des radios où les journalistes savent faire du montage. Alors faire du montage, ils n'ont pas le choix. Surtout quand on travaille à France Info, il faut monter assez vite. Voilà, j'en ai fait du montage, mais monter un papier de 2 minutes, monter un papier plus son, mettre du bobino, etc., c'est pas la même chose que monter 20 minutes avec 3-4 voix différentes. Il y a un mixage à faire, on va aller rajouter des éléments sonores, on va aller Et donc pour ça, moi quand on me pose la question, je dis vraiment, quand vous voulez faire vraiment un podcast, et quand on parle de professionnalisation du podcast par rapport à un podcast qui a effectivement longtemps été un peu amateur, c'est vraiment un poste, je trouve moi, très important dans la réalisation du podcast. Pour rebondir juste sur ce que dit Pierrick d'un mot, chez Code Source, le montage, c'est 5-6 heures de montage, juste le montage de la voix. Ah oui. Il y a une première version qu'on fait, puis une deuxième version, ça prend dans les 5-6 heures. Et le mixage proprement dit, c'est-à-dire le placement des archives et le placement des musiques, c'est une journée de travail d'un réalisateur qui travaille de 10h à 18h. Alors, il y a une question qu'on n'a pas posée, que j'aurais pu poser. Effectivement, quelles sont les audiences de ces podcasts d'actualité et comment travaillez-vous sur leur promotion en tant que produit numérique ? Les audiences sont quoi, bonnes ? Plutôt pas mal, je crois. Oui, alors depuis maintenant quelques mois, il y a la CPM qui publie un classement des podcasts tous les mois. Alors pas de tous les podcasts existants, mais principalement des podcasts natifs et notamment des podcasts d'actualité. Et la story, pour l'instant, c'est le premier podcast d'actu en quotidien, en tout cas. Donc, oui, on est plutôt satisfait là aussi du résultat, mais je pense qu'il faudrait vraiment en parler à mes directions. Là. Moi, en tout cas, je suis très content. Mais grosso modo... Pierrick est un peu celui qu'on essaye de rattraper dans le petit monde du podcast d'actualité. D'accord. Et la promotion est faite comment ? C'est uniquement sur les réseaux sociaux ? Beaucoup des réseaux sociaux et puis de la promotion interne. On fait beaucoup de promotions auprès des abonnés aussi. Dans le journal assez régulièrement. Dans le journal, alors pour la première fois, il y a quelques jours, j'ai eu le droit à un petit encart. J'étais très content. Voilà, là aussi pour saluer les chiffres du mois de septembre du podcast. Je sais que Jules, on avait eu pas mal l'été dernier, il me semble. Des encarts dans le journal.
Il y a des publicités, dans le Parisien, très régulièrement, il y a des publicités print. Après, est-ce que c'est ce qui est le plus efficace pour promouvoir un podcast? C'est pas facile. Hein, le lien n'est pas forcément évident. Il y a un gros travail qui est fait avec les plateformes de podcast aussi, justement pour une mise en avant. Moi, j'ai pu bénéficier effectivement en fin d'année dernière d'un bon placement sur Apple Podcast. On avait été sélectionné dans les podcasts de l'année. Ça fait une audience potentiellement très importante. Quoi. Et d'un mot sur les podcasts, c'est un peu dur à croire, en gros, quand on est ici à Radio France, qu'on parle de podcasts, qu'on est un média en scène, mais il faut quand même se rendre compte que quand on parle des podcasts, la moitié des gens en France à qui on parle disent d'abord c'est quoi un podcast, ou alors comment je fais pour t'écouter. 30% des gens qui écoutent à peu près régulièrement des podcasts, donc il y a encore une grosse marge de progression. Hein. Exactement, Christophe Israël, vous voulez intervenir? Non, je pense que ce que disait Pierrick sur la mise en avant sur les plateformes, Apple Podcast, si vous êtes mis en avant sur Apple Podcast, vous voyez votre audience démultipliée et ça peut être dans des dimensions qui sont absolument impressionnantes, de la même manière qu'un article mis en avant sur Apple ou Google va bénéficier d'un boost d'audience de plusieurs dizaines, centaines, des fois ça permet de faire plus d'1 million de pages vues en quelques heures. C'est des chiffres qui donnent un peu le tournis, et quand on voit les efforts qu'on met par ailleurs quand on est indépendant, artisanal, ou qu'on produit de manière artisanale, ou dans un média dont c'est pas le cœur de métier, ça peut prendre des mois pour atteindre des audiences de quelques dizaines, et encore quand on arrive à quelques dizaines de milliers d'écoutes par épisode, c'est déjà de très bons chiffres. Je pense qu'il y a toute une mythologie autour des chiffres du podcast qui ne date pas d'hier, qui est très ancienne. Les mesures sont... Tout le monde n'est pas dans la mesure, les mesures sont différentes. C'est très très bien que la CPM puisse venir mettre un peu les choses au carré. Et je pense que ça va dégonfler aussi parfois quelques mythologies sur qu'est-ce que c'est qu'un podcast qui marche bien. C'est un podcast qui remplit sa promesse et qui rencontre son public. Ça ne veut pas dire que son public, c'est forcément une audience qui se compte en millions d'auditeurs. C'est une audience qui est satisfaite du produit qu'elle écoute. Et ça, je pense que c'est aussi une notion qui est en train de s'installer, notamment avec des partenariats, avec des choses... Le financement du podcast passe aussi par des choses qui peuvent aider Finalement, le podcast. Le podcast, c'est le contraire du média mainstream. Je sais. Où il peut y avoir un podcast. J'irai peut-être pas jusque-là. Un excellent podcast. On n'a pas trouvé l'équivalent français ni même européen des grosses stars comme il y a pu y avoir sur le marché américain. Mais je pense qu'un podcast peut devenir un produit mainstream. Et tant mieux si ça l'est. Ça veut dire que plus de gens l'écouteront et que ça sera un produit qui s'installera dans les usages, ce qui est déjà le cas. Je pense que l'ergonomie aujourd'hui des plateformes d'écoute ou des lecteurs intégrés à nos smartphones joue aussi beaucoup pour le succès du podcast. Et puis la personnalisation aussi de l'offre, ou la qualité de la curation de l'offre. Aujourd'hui, vous pouvez à la fois vous faire votre choix, mais votre téléphone en sait beaucoup sur vous, les plateformes en savent beaucoup sur vous, et au bout d'un moment, on va aussi vous pousser des contenus qui ont plus de chances de vous plaire que d'autres. Donc ça, c'est tout positif pour tout le monde. Sur l'audience, chez Code Source, le podcast du Parisien, on a une particularité, c'est que sur YouTube, on marche vraiment très très fort. Alors, pendant quelques mois, on n'y était plus pour des raisons techniques, mais on va y revenir. Et on a très régulièrement des podcasts qui font 50 000, 100 000 vues sur YouTube, avec pareil des taux de complétion qu'on peut mesurer qui sont très bons. On a un best-seller, c'est notre podcast sur Blanche Gardin qui a fait plus de 600 000 vues la dernière fois que j'ai regardé, mais c'était il y a quelques mois. Et ça, je pense qu'un podcast qui fait 600 000 écoutes, c'est assez rare. D'ailleurs, dans les vrais chiffres d'audience podcast proprement dit, c'est-à-dire sur les applis de podcast, on en est à plus de 100 000 sur le même épisode. Donc voilà. Et donc on va revenir sur YouTube. Ce qui m'intéresse moi avec YouTube, c'est qu'il y a plein, je pense, notamment des plus jeunes qui peuvent écouter un podcast sans avoir d'appli de podcast, parce qu'en fait, c'est vrai que le podcast, c'est un peu une vieille technologie. En fait, c'est une technologie qui n'est pas évidente parce qu'il faut télécharger une application, Google Podcast. Alors même si Apple Podcast, on l'a de base sur son iPhone, mais quand on est plutôt sur Samsung... Je pense que Spotify est bien parti pour simplifier aussi un peu les choses. Oui, mais Spotify, pour l'instant, honnêtement, c'est genre 5% des écoutes des podcasts en France. Donc c'est pas du tout énorme. Mais donc YouTube, ça m'intéresse parce qu'en fait, on peut, vu qu'on est effectivement, comme disait Pierrick, une vitrine du Parisien, être très vu par beaucoup de monde sur YouTube très facilement en fait. Et beaucoup de jeunes sont très 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 souvent sur YouTube pour leur musique, pour s'informer, pour apprendre des choses, pour les tutos, pour les tips, etc. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas écouter des podcasts sur YouTube. Il nous reste 2 minutes. On a une question à laquelle on a déjà en partie répondu. Comment conciliez-vous le format podcast qui a une durée de vie longue avec l'info quotidienne, la notion d'actualité? Céline, peut-être?
Alors moi, c'est une excellente question que je me suis beaucoup posée parce que je suis journaliste à France Info depuis 15 ans. Donc pour moi, l'actualité, c'est quelque chose de très évolutif, à laquelle il faut toujours s'adapter et que le direct est pour ça irremplaçable. Et quand on arrive sur un podcast qui forcément, à un moment, on décide d'arrêter d'enregistrer et de se dire voilà, l'épisode du soir, ça sera celui-ci et il ne bougera plus quelle que soit l'évolution de l'actualité. C'est un peu déroutant. C'est un peu déroutant. C'est même un peu un changement de paradigme dans lequel il faut s'habituer. Mais après, l'idée, c'est de se dire, encore une fois, on est complémentaires. Moi, je dis, si vous voulez savoir ce qui se passe sur un attentat ou le résultat de l'élection américaine, Radio France est là pour ça, et la diversité des antennes est là pour répondre à toutes vos attentes de ce point de vue-là. Nous, on fait un choix à un moment. Un choix, le choix, encore une fois, de tirer des récits de l'actu, de prendre ce qui nous intéresse à l'instant T, tout en sachant, évidemment, que l'actualité peut évoluer, mais en essayant de raconter une histoire qui, de toute façon, aura une durée de vie plus longue. C'est-à-dire de tirer de l'élection américaine, quel que soit le résultat, des enseignements qui perdureront, par exemple. La complémentarité. Christophe Israël, puis après on s'arrêtera. Non, mais en fait, c'est la meilleure définition. C'est la meilleure question, parce que c'est ça la différence. C'est un contenu qui est, dès sa commande, dès sa conception, fait pour être inscrit dans la durée. Et donc la radio produit des podcasts depuis longtemps, sans le savoir, mais en réalité, les vrais podcasts qui sont produits et ceux qui marchent, c'est ceux qui sont faits pour justement être déconnectés de cette temporalité de l'actualité chaude. Et d'un mot, Jérôme, pour rebondir sur ce que disait Céline, d'un mot, on a su le résultat de l'élection le vendredi. Le lundi soir, le Code Source, le podcast, était sur Kamala Harris, un portrait qui est toujours valable aujourd'hui, que les gens écoutent encore aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci. Bonne continuation, longue vie à vos différents podcasts qui sont passionnants. On vous invite évidemment, vous qui nous regardez, à les télécharger, à les écouter. Ce sont des podcasts qui s'inscrivent dans la durée. Vous les retrouverez avec une périodicité importante. Eh bien, c'est Média en scène qui continue. On va continuer à parler de podcasts dans un instant et on va s'intéresser à la complémentarité entre podcast et antenne de radio traditionnelle. Voilà. On marque une petite pause juste avant.